Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez sur Bismart TV en live ou sur vos box à la télévision. Émission que vous retrouvez évidemment chaque jour là aussi en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et le supplément du lundi à 13h30 en direct et en replay à retrouver ultérieurement pour le plan de trading de Smart Bourse, les enjeux techniques de marché au démarrage de cette nouvelle semaine. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, sera avec nous en plateau dans un instant, avec une semaine qui démarre sous le signe de l'aversion pour le risque. Les marchés intègrent ce nouveau conflit au Moyen-Orient après l'attaque du Hamas contre Israël dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'instant, disons que les mouvements de marché restent limités au pétrole. Si on suit la logique des investisseurs et des traders, l'implication potentielle de l'Iran dans ce conflit met l'attention en particulier sur les cours du baril qui avait pas mal baissé ces derniers jours. On avait perdu plus de 10% la semaine dernière sur les cours du brut qui rebondissent, qui reprennent autour de 3,5% pour les barils de Brent et le baril de brut léger américain. Notez également que la Banque centrale d'Israël défend le shekel qui a connu une baisse évidemment brutale ce week-end en vendant pour 30 milliards de dollars sur le marché afin de soutenir donc le cours de sa devise nationale. Voilà pour la situation de ce début de semaine sur les marchés. Et puis nous compléterons ce plan de trading avec l'analyse macro de François Cabot qui sera avec nous en plateau, senior économiste zone euro chez AXA IM. Nous pourrons revenir sur les chiffres d'emploi publiés vendredi aux États-Unis pour le mois de septembre. Et puis la situation en zone euro à un peu moins de 3 semaines maintenant de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse pour le plan de trading et les équipes d'IG qui nous accompagnent. Alexandre Baradez est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Effectivement, donc les marchés qui sont face à un nouvel accroissement des tensions géopolitiques en l'occurrence avec ce conflit rapide, intense qui s'est déclenché autour d'Israël, l'attaque du Hamas dans la nuit de vendredi à samedi qui, j'allais dire, marque l'ambiance de ce début de semaine sur les marchés sans non plus d'exagération particulière. Non, c'est vrai qu'on a un marché qui a un risque off, c'est vraiment le cas de le dire, mais qui n'est pas en sell-off. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs de risque habituels qui sont allumés, on a des obligations souveraines qui sont recherchées, donc des rendements souverains qui baissent un petit peu. On a au sein de la cote les valeurs de la défense qui progressent, les valeurs de la santé, les utilities, le pétrole aussi, mais ça c'est vraiment lié au thème spécifique énergie. Et puis en bas de l'éventail, vous avez les cycliques, l'heure de consommation. Donc un schéma très classique, l'or qui monte aussi, le dollar qui se renforce, donc voilà, dollar valeur refuge, les métaux, argent, or, valeur refuge aussi. La question du jour et même des jours à venir, c'est est-ce que ce risque off peut s'étendre et peut devenir un sell-off? Est-ce que c'est une possibilité? Disons que le timing effectivement de ce qui s'est passé ce week-end est quand même arrive au moment où on attend les prochains chiffres d'inflation aux États-Unis, où la saison de résultats aux États-Unis va également s'ouvrir. Après un rapport sur l'emploi, somme toute assez, je dirais pas trop solide, mais qui marque quand même que ce marché de l'emploi est toujours assez résilient. Et donc finalement, si on devait choisir aujourd'hui, est-ce qu'il faut plutôt acheter ou vendre, sur un horizon moyen terme, il n'y a toujours pas de panique. Moi, je n'ai pas raison de paniquer, et c'est le message qu'on véhicule depuis quelques temps. Mais, et on va le voir après d'un point de vue technique, on est quand même sur des niveaux qui, sur le SP500 par exemple, qui sont des niveaux de test. On retrouve des supports obliques, même la volatilité, si on en parle, le VIX aujourd'hui, c'est quand même, alors on sait que c'est un jour férié aux États-Unis, Columbus Day, mais on a quand même des marchés à terme qui vont fonctionner, on aura quand même quelques indicateurs. Et le VIX aujourd'hui, ça peut retomber vers 10% de hausse, mais c'était plus 12 ce matin. On retape à la porte des 20. Et c'est vrai que le VIX, c'est un produit qu'on peut trader. Et donc, le risque, d'un point de vue technique, si le VIX devait accélérer, après, les prochaines zones où on peut le retrouver, c'est plutôt vers 28-30. Donc, ça, ce serait effectivement une marque un peu de sell-off. Et on aurait effectivement, sur le SP500 ou d'autres indices, des signaux de prise de gain. Et je ne vais pas faire trop long, mais il y a quand même eu
des gaps qui ont été ouverts cette nuit sur les futurs américains. On sait que les gaps du week-end, c'est des choses qui sont quand même plutôt rares. Je parle bien des futurs, pas la cash. Sur les futurs, des gaps de 0,5, 0,6, voire 0,7% sur les indices, c'est pas dramatique, on peut dire comme ça. Non, mais c'est le signe qu'il s'est passé quelque chose. C'est le signe que le monde de vendredi soir et le monde de lundi matin sont plus tout à fait les mêmes. Exactement. Et c'est pas non plus des gaps de rupture. Un gap de rupture, c'est par exemple, vous avez une tendance pendant 6 mois qui est archi haussière, puis d'un seul coup, ça lâche, un gros gap. Ça, c'est une rupture. Là, on était déjà dans une espèce de ventre mou sur les indices, mais il y a quand même une cassure en termes de sentiment. Et en temps normal, moi je dirais, oui, le gap, algorithmiquement, spéculativement, ces gaps sont de bonnes zones. Et ce sera le cas, dans quelques temps, on ira les combler. La question du jour, et ça va être tout le match qui va se jouer en début de semaine, c'est est-ce que ces gaps est-ce que les investisseurs auront l'envie d'aller chercher le gap, qui en soi est un petit gain, si vous voulez. Mais si on n'arrive pas à faire ce petit gain rapidement et qu'on retombe sur les plus bas, même intraday par exemple, ça a tapé, ça rebondit un peu. Si on retourne sur le plus bas intraday, je pense que les plus bas de vendredi vont être repris et on le verra dans quelques instants. Si les plus bas de vendredi sont repris, il y a un petit risque effectivement de petit sell-off quand même sur la partie américaine à court terme. Ouais, dans un marché déjà en proie au questionnement, on va dire ça comme ça, une accumulation de risques et d'aversion aux risques supplémentaires issus d'un conflit géopolitique en l'occurrence, peut être d'une certaine manière la goutte d'eau qui pourrait changer un petit peu la course des prochains jours. Ça peut être un petit risque et on avait déjà vu ensemble la semaine dernière qu'il y avait quand même une petite résurgence de l'appréciation du risque macro. C'est-à-dire que malgré le rapport sur l'emploi ou autre, comme vous le disiez, le pétrole, il avait lâché plus de 10% l'espace de 10 jours. Et si vous regardez d'autres matières premières, le cuivre, des métaux industriels, il baissait aussi. Et ça, c'était notamment accéléré après des indicateurs ISM, notamment la partie nouvelle commande, qui s'est dégradée. Je pense que le risque de ce qu'on a vu là ce week-end, c'est moins d'avoir un pétrole qui remonte à 100 et qui redéclenche le spectre d'une reprise de l'inflation. Je pense que c'est plutôt le risque que ça crée un espèce de choc de confiance qui s'agrège au choc des taux des banques centrales et qui à un moment donné devient en fait, une menace un peu de ralentissement macro-mondial. Et donc, c'est peut-être ça que le marché peut pricer pendant quelques temps. Ça peut cristalliser des craintes déjà existantes dans le marché. Déjà existantes, peut-être de quoi vendre un petit peu, et après les banques centrales viendront, ne remonteront plus les taux, enverront les messages qu'il faut pour rassurer un peu tout le monde, mais il y a peut-être un peu ce risque-là. Donc pour le SP500 qu'on a vu juste avant, vous avez vu qu'on était sur une espèce de grosse, enfin pas une espèce, une belle oblique qui était, l'oblique qui passait par les creux de l'année dernière et de cette année, et on est passé en dessous la semaine dernière, on est remonté dessus, après le rapport sur l'emploi. Je pense que si on reprend les plus bas intraday sur le SP500, ils sont pas loin, si on les reprend, je pense qu'on ira visiter les plus bas de vendredi, et enfin de la semaine dernière, et vous voyez que c'est une zone technique assez significative, et c'est là que vous auriez un risque peut-être de voir ce VIX qui irait chercher les 25-30 et donc peut-être une décélération d'une zone 4000, 4002, donc peut-être un SP500 qui pourrait lâcher entre 3 et 5% de plus. Après, au-delà de ça, je ne vois pas un risque massif d'explosion de la volatilité à ce stade. Donc. Non, mais on voit bien d'ailleurs sur votre graphique, la zone 4002, normalement, c'est une zone que tout le monde a en tête. C'est-à-dire que si vous êtes sur les marchés, c'est impossible de ne pas avoir 4002 S&P 500 sous les yeux. C'est ça, et puis donc quand on reteste après un rebond, et puis qu'en plus il y a deux niveaux techniques qui sont assez importants là-dessus. Voilà, et puis encore une fois, j'insiste le côté très psychologique du gap. Quand vous n'arrivez pas à prendre un élément technique comme ça qui est facile à reprendre normalement de manière purement spéculative, si vous retombez, c'est vraiment un signe qu'il n'y a vraiment pas le jeu pour ça. Et il y a un gros risque que ça bazarde un peu derrière. Donc, ce qui va se passer dans les heures qui viennent va être intéressant de point de vue du sentiment. Bon. Encore une fois, pour l'instant, sur les actions européennes, le mouvement reste limité. On ne refait pas de plus bas. On est allé chercher peut-être des points sous 7000 points, comme on le voit depuis quelques jours, mais on arrive à tourner autour de cette zone des 7000 points pour l'instant quand on regarde l'indice CAC 40. Alors, il faut évidemment, du coup, qu'on reparle du pétrole, Alexandre. Et on s'est vu vendredi, vous étiez là d'ailleurs, vendredi soir, pour constater, comme tout le monde, qu'effectivement, le pétrole avait donné quand même des signaux assez forts d'essoufflement après être allé chercher 97 et plus sur le baril de Brent. Bon, dans quelle mesure les mouvements du jour, à savoir un rebond assez fort, de 3, 4, 5% au cours des dernières heures, invalident peut-être le scénario de détente du pétrole ou non? Alors, à ce stade, je ne suis pas convaincu. Déjà, nous, on est satisfait d'avoir vu le pétrole retomber, parce que c'était le scénario qu'on a mis en place. On a expliqué que d'un point de vue macro, il n'y a pas de raison d'aller chercher les $100. Et puis, il y a eu ce coup de pouce, et cela, ça revient dans l'actualité de manière totalement aléatoire. Mais on parlait la semaine dernière de cette production de l'OPEP qui avait finalement progressé, et c'était une surprise sur les 2 derniers mois, et aidé en cela par le retour en puissance de la production iranienne. Le pétrole iranien donc, sort toujours apparemment. Le Nigeria aussi à beaucoup plus petite échelle, mais c'est rappelle sous sanctions, toujours l'Iran. Exactement. Et un contrôle des sanctions visiblement qui permet à l'Iran de commercer son pétrole. On va forcément reparler. Ça attend des thèmes, je pense, dans les jours qui arrivent. Mais ça avait en tout cas cette information de la production de l'OPEP qui avait progressé malgré les coupes de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Ça a été un des catalyseurs du repli du pétrole en plus des craintes d'ordre macro.
Donc désormais, effectivement, on va voir si... Et là, il y aura aussi l'angle américain qu'il va falloir surveiller, parce qu'il est aussi probable que le pétrole iranien soit sorti. Je ne pense pas que c'est déplu d'un point de vue politique intérieur à Biden. Le fait d'avoir des prix du pétrole qui retombent de 10 ou 15 $, c'est pas une nouvelle chose. Donc ça va être un dossier qui va être assuré de très près. Comment les États-Unis vont gérer un peu le dossier iranien et le pétrole iranien aussi. Est-ce qu'il faudra renforcer les sanctions ou pas, au risque effectivement de faire remonter les cours du baril? Moi, je pense quand même qu'il y a un risque. Je ne vais pas un scénario de base là-dessus, mais si on voit le côté risque macro-mondial se renforcer un petit peu après ce nouveau choc, il se pourrait qu'on ait même des matières premières qui baissent sur fond de crainte mondiale et que le pétrole vienne faire une incursion dans la zone 75 à 80 $. Je sais que ça paraît complètement à contre-tendance et contre-nature de ce que l'on peut penser aujourd'hui, mais on voit qu'il n'y a plus d'explosion à la hausse des cours du baril, malgré une situation qui peut devenir assez explosive. Et si ça reste en l'état, mais qu'on a simplement un truc pas larvé, mais qui persiste sans expansion du conflit en dehors des frontières ou trop fortement, on peut avoir en fait un sell-off marché, risque croissance, risque macro-mondial. Et dans ce cas, le pétrole pourrait retomber, un peu à la surprise générale, dans une zone 75 à 80 $. Donc voilà, je reste quand même très neutre dans l'appréciation globale du WTI, mais ce petit scénario éventuellement de retour sous 80 $ à surveiller, si en tout cas on retape 80 avec un SP500 qui fait moins 1, moins 2%, ça pourrait être le côté effectivement un peu macro-négatif. Macro-négatif, tout à fait. On suivra la cohérence ou non de ces mouvements, effectivement. Bon, pour l'instant, le pétrole a un peu rebondi, sans revenir toutefois sur les plus hauts qui prévalaient encore fin septembre, d'ailleurs. Sachant aussi que ça peut influencer les anticipations d'inflation côté US. On a vu qu'il y a un lien très fort entre le pétrole et les anticipations d'inflation. C'est vrai qu'un pétrole qui retomberait plus bas, ça détendrait les anticipations d'inflation. Du coup, la Fed, et si l'inflation continue de baisser, on entend les chiffres cette semaine, si l'inflation continue de baisser, on voit un pattern qui peut se dessiner assez rapidement après en termes de début de pivot de rhétorique d'ici quelques temps du côté de la Fed et pas forcément trop longtemps, peut-être fin d'année. Bon, et puis on reparle de l'or. Je pense que c'est peut-être une des premières fois de cette année 2023 qu'on parle de l'or, Alexandre. Intéressant, le dollar monte, risk-off, et l'or progresse également. Donc j'allais dire, c'est bien le signe qu'il y a une aversion au risque aujourd'hui dans le marché. Exactement. Et alors, ce qui est quand même... C'est pour ça que j'ai dézoomé sur le graphique. Et même si l'émission s'appelle Plan de Trading, on pourrait se mettre la tête dans le guidon en 5 minutes sur des graphes en 5 minutes. Mais non, justement, parce que les graphiques long terme sont source de plein d'informations. On voit toute la partie, le creux de 2010, etc., post-2010, et après cet énorme rallye qui est parti, et on voit qu'en fait on est dans une phase de très très large consolidation depuis maintenant 3-4 ans. Le creux qu'on voyait l'année dernière, par exemple, c'était un creux qui s'était fait quand les taux US montaient très fortement, que le dollar montait énormément, et là, malgré le rebond fort des taux réels depuis quand même quelques mois, on voit que l'or est toujours très très loin des creux de l'année dernière à 1600, et je vois pas de scénario de base aujourd'hui pour revenir à ce niveau-là. Il faut pour ça soit une inflation US qui reparte complètement de manière débridée, ou une aversion au risque massive, mais dans ce cas, l'effet dollar serait compensé, je pense, parce que comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un rebond des métaux, et ce ne serait pas tellement l'effet dollar qui jouerait là-dessus. Moi, je vois plutôt un gold qui va se stabiliser à la baisse à un moment donné, quand la courbe de taux US va commencer à se repentifier plus fortement, mais par l'effet des détentes des taux courts. Justement sur une macro américaine qui, selon moi, serait moins favorable. Et ça, à ce moment-là, sur le thème un peu Fed qui va se détendre ensuite, vous voyez le côté un peu rebond de l'or, mais je verrais bien un range qui restera un range pour l'instant, mais je ne vois pas de revisite du bas du range, et plutôt une stabilisation dans la zone actuelle, et ensuite un dollar qui faiblirait, des taux US qui faibliraient sur la partie courte, et un gold qui commence à se reprendre. Donc je serais long gold vers 1950 si on doit donner un signal. On ne cherche pas à travailler court le gold, c'est trop dangereux. Un long gold, pas maintenant, parce qu'on attrape un couteau qui tombe, mais un rebond en 1950, ce serait pertinent d'un point de vue graphique, et probablement que ce sera accompagné de signaux sur le dollar et sur les taux, je pense. Bon, une semaine qui sera évidemment très géopolitique. Notez également que débutent aujourd'hui les assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale à Marrakech. Beaucoup de prises de parole à attendre de la part des grands argentiers mondiaux, comme on dit. Et puis macro, avec l'inflation américaine pour le mois de septembre qui sera publiée ce jeudi. Et la micro qui arrive également demain soir, les trimestriels, chiffres d'affaires trimestriels de LVMH. Et puis vendredi, la grande journée américaine avec les résultats des grandes banques américaines pour le 3e trimestre. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez en plateau avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. En
en attendant, l'inflation américaine, qui sera le chiffre macro américain de la semaine. Revenons quand même sur les dernières données en provenance du marché du travail américain et la publication du rapport mensuel vendredi dernier pour le mois de septembre aux États-Unis. François Cabot est avec nous en plateau, économiste senior zone euro chez AXA IM. Bonjour François. Merci beaucoup d'être là. Bon, économiste zone euro, on va parler de la zone euro. Un mot quand même, c'est un marché que tout le monde regarde, le marché du travail américain. L'enquête auprès des entreprises est encore très forte. 336 000 créations d'emplois au mois de septembre. Et puis des révisions à la hausse sur les mois précédents. Et oui. Donc, c'est vrai nouveau ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc en termes de signal sur la santé du marché de l'emploi et en termes d'anticipation pré-sortie des chiffres, il y a effectivement une grosse surprise à la hausse. Là où il faut prendre, je pense, vraiment le rapport dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il y a oui sur l'emploi en termes de quantité, on est mieux. Sur les prix, un peu moins. C'est-à-dire que sur notamment le renversement des dynamiques de salariales, notamment pour les parties non cadres, donc qui avaient été surshootées à la hausse le plus rapidement pour effectivement marquer le rattrapage vis-à-vis de l'inflation, est quand même important. Donc là, il y a quand même des signaux. C'est le signe que l'offre de travail est en train quand même de remonter un peu, c'est ça, voilà, François? On peut dire qu'on a le point haut est effectivement derrière nous et qu'on est en phase de décélération, de normalisation, on va dire. On est plus sur cette dynamique où le marché du travail, quelque part, est en phase de rattrapage par rapport à l'inflation, où on dit qu'il y a vraiment une offre, en tout cas une demande de travail extraordinaire et on bénéficie de ça pour faire remonter les salaires. Là, on se retrouve sur une normalisation. Alors certes, avec des croissances de salaires qui restent élevées, mais il n'empêche quand même une signal de ralentissement. Maintenant, quand on prend le tout, on se dit quand même qu'on est plus solide pendant plus longtemps que ce qu'on pensait avant. Donc là-dessus, c'est clair que sur le risque de hausse d'auto et le risque à la hausse, que ce soit taux long ou taux court d'ailleurs, on reste sur un environnement tendu où très clairement le signal de la Fed qui a été donné en septembre reste tout à fait vrai et sur lequel on ne peut pas tout à fait exclure une hausse d'auto encore au dernier meeting en décembre en l'occurrence. Je pense que pour octobre, c'est un peu tôt. Ça fait vraiment tôt, surtout dans le contexte géopolitique qu'on vient de décrire. Et puis il y a quand même ce signal où on sent bien un peu comme pour la BCE, ce retour à la normale, à une certaine forme de normalité côté données macro, côté inflation, on va en parler, et donc du coup une envie de se raccrocher à des prévisions. Donc là, on en a eu là tout juste en septembre de Banque Centrale. Je pense que ça fait sens effectivement de se raccrocher à un set de forecast, c'est ça, des nouvelles prévisions. Où on prend vraiment là où on en est à ce moment-là. Ce qui est intéressant, alors quand on essaye de faire parler le marché, après l'emploi américain, François, c'est que le marché prend acte effectivement, comme vous dites, d'une économie américaine qui va toujours mieux pour toujours plus longtemps, une forme de surchauffe, on va dire, qui met du temps à s'atténuer. Pour autant, quand on regarde ce que les marchés anticipent des mouvements de taux de la part de la Banque centrale américaine, autant on est prêt à reporter dans le temps la première baisse de taux, peut-être qu'elle est pricée pour septembre, je crois, maintenant, 2024. Pour autant, ça ne change rien à l'idée qu'il y aura assez peu de baisse de taux, au final. Oui, tout à fait. On pourrait dire, plus l'économie américaine est en surchauffe, plus le scénario de soft landing peut-être sera compliqué à atteindre, parce que trop de surchauffe à un moment, ça peut aussi se terminer par un hard landing. C'est pas ce que voit le marché. Non, toujours pas. C'est effectivement ce retrait dans le temps, dans le calendrier du démarrage des baisses de taux, et dans l'environnement assez complexe et incertain qu'on décrivait à l'instant avec Alexandre, c'est de se dire que on pourrait, surtout vu le niveau des taux auquel on est arrivé, et comme les dynamiques en sous-jacent qui apparaissent bon an mal an quand on regarde les défaillances, quand on regarde les taux de refinancement, et on se dit qu'effectivement il n'y a pas de mur du refinancement, donc 2024 n'est en soi pas un sujet. Par contre, de se dire que d'attendre, d'avoir le démarrage des baisses de taux plus tard, par contre, pourquoi ne pas avoir baissé de 50, 75, au même titre à la remontée, on est monté très vite. Exactement, forme de symétrie, quoi. Et voilà, exactement. Et là, on est sur un scénario un peu asymétrique, ce qui est compte tenu de l'environnement macro incertain qu'on a, et pose question. Effectivement. Donc là-dessus, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de. Les signaux sont orange, entre guillemets. On est un vert orange, on va dire. On n'est pas du tout dans le rouge avec une nécessité d'aller baisser les taux ni rapidement ni fortement. Mais par contre, effectivement, on sent bien que l'environnement est incertain. Mais en même temps, le marché prend quelque part acte de. Je me suis fait surprendre depuis un an. Oui. Donc voilà. Donc
pour moi, le macroéconomiste, on trouve ça asymétrique, mais en même temps, c'est effectivement cette déviation de l'erreur finalement passée de ces 12 derniers mois où on a envie de recorriger ça et avoir effectivement l'inflation et puis surtout les ventes au détail. Donc le consommateur américain, donc, il est en emploi, ok, mais est-ce qu'il consomme vraiment? C'est quand même toute une histoire à la fois de désépargne, qui a quand même gonflé les chiffres entre guillemets, qui apparaît limité dans le temps. Donc est-ce que nous on a un scénario non plus d'une récession, mais une contraction de l'activité au 4e trimestre. Et donc du coup effectivement on a un tracker là qui tourne autour de 4,5 croissance du PIB sur le 3e trimestre. Oui, bien sûr. Oui. Très fort, mais qui pourrait effectivement se retourner assez rapidement sur le 4e, si ce serait un one-off et temporaire dessus. Bon, on verra. On sait qu'un des éléments qui a soutenu la consommation américaine au 2e trimestre, c'était le jour Amazon. Amazon Prime Day, ça a joué. Je crois qu'ils en remettent un là en octobre. Il y a plus les ventes de fin d'année qui vont arriver. Ce sera un bon test effectivement pour le consommateur américain avec un stock d'épargne excessive beaucoup moins important, voire liquidé aujourd'hui pour certains. Qu'en est-il de la zone euro, François? Je le disais, on est à 3 semaines environ de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Quel va être l'état du monde économique que la BCE va constater lors de sa prochaine réunion concernant la zone euro? Je pense relativement inchangé. En tout cas, nous, par rapport à notre scénario qu'on a élaboré en début d'année, on est vraiment dans ce scénario de stagflation. C'est-à-dire que croissance anémique, voire pas de croissance, voire petite contraction. Alors évidemment, on a beaucoup mieux géré, collectif, géré le choc énergie, gaz l'hiver dernier. Vu la météo en ce moment, on a envie de se dire que bis repetita peut-être. Ouais. Mais bon, néanmoins, on voit bien que l'élan post-Covid est derrière nous et qu'on flirte quelque part avec une contraction d'activité là-dessus. Et là, nous, dans notre framework, on n'est vraiment pas sur une description récession ou pas récession. La question qui se pose vraiment, il faut se poser, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment la demande qui est si faible que ça, ou est-ce que c'est pas l'offre? Alors, c'est pas que l'offre, mais c'est aussi l'offre. Et nous, quand on regarde vraiment ce que répondent les entreprises dans les enquêtes de la Commission européenne, c'est vraiment les sujets encore d'approvisionnement sur le côté manufacturier. On voit bien que celui-ci est nulle part en train de reprendre, alors même que manifestement les sujets sont moins abrupts, moins complexes sur les chaînes d'approvisionnement qu'il y a 18 mois. Et puis sur le marché du travail aussi. Donc on a un marché du travail tendu, mais qui n'est pas très productif, surtout en nombre d'heures travaillées. Donc il y a effectivement à la fois de l'inter-intra-industrie ou secteur manufacturier, où avec beaucoup de secteurs qui ont beaucoup de choses qui vivent très différemment, mais qui sont manifestement contraintes. Et puis côté du secteur du service, où effectivement le rebond post-Covid et l'inflation a joué son rôle, mais en même temps, où on voit qu'un marché du travail tendu ne génère pas autant d'output qu'avant. Donc on sent bien qu'en même temps, il y a un sujet de contrainte d'offres et qui rend ce scénario vraiment au moins à 50-50 entre les contraintes d'offres et les contraintes de demande, sur lesquelles finalement la BCE est un peu pieds et mains liés, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, peut-être pas, et sûrement pas de remontée des taux, et on est arrivé à 4% comme on l'attendait, mais par contre effectivement une volonté probablement d'y aller, de continuer à normaliser la politique monétaire en jouant plutôt effectivement sur l'aspect bilanciel et donc du coup sur l'investissement. Je pense pas, certainement pas octobre, décembre plutôt, parce qu'on a une séquence budgétaire qui est ouverte et qui va continuer pendant encore quelques mois, quelques semaines, et sur lequel ça va être compliqué. Ouais. Attaché aux ceintures, c'est ça. Non, mais pour revenir, on dirait un mot de la gestion du bilan par la BCE, mais cette histoire de marché du travail, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre les scénarios qui voient peut-être un taux de chômage rester structurellement faible et des scénarios, type Banque de France, qui nous disent non, attention, ça peut revenir. Dans quelle mesure les comportements RH des entreprises ont changé ou non par rapport à une situation d'offre de travail très différente peut-être de ce qu'on a pu connaître dans le passé. On voit bien que c'est là-dessus que s'articule un scénario par rapport à un autre pour 2024. Ouais, voilà, c'est une porte de Pandore qu'on ouvre. Il faudra rester toute la journée. Ouais. Non, mais je veux dire, là, très clairement, il y a des choses sectorielles qui existent. Donc, objectivement, on a un secteur manufacturier qui est en grande délicatesse, qui était le secteur productif par excellence. On a un sujet en termes de nombre d'heures travaillées, un sujet de rétention d'emploi, donc qui fait que de manière un peu cyclique, en fait, on produit pas autant. Et puis après, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on en parle, mais on est au point de bascule démographique aussi. Donc, on a aussi des sujets un peu structurels qui sont en jeu et que par définition on mesure pas bien, mais c'est vrai que de se dire que
je ferme les yeux et je reviens dans un scénario habituel, récession, problématique de demande, mon chômage qui remonte, moi, me paraît un peu trop simpliste et un peu trop hors du temps de ce qu'on vit finalement depuis 18-24 mois, post-Covid, avec toutes ces problématiques d'offres qui paraissent largement à l'œuvre. Économie d'offres, c'est l'offre qu'il faut suivre en plus de la demande pour comprendre peut-être la dynamique de croissance pour les prochains mois et les prochains trimestres. Si la BCE arrête peut-être de monter ses taux cette année, elle va continuer et poursuivre son resserrement monétaire à travers la réduction de son bilan, vous dites François, donc on va avoir en 2024 un pic de restrictions monétaires encore devant nous en zone euro et logiquement le retour d'un cadrage budgétaire pour l'ensemble des pays de la zone euro, puisque les règles ou de nouvelles règles doivent normalement être implémentées à nouveau pour les différents pays membres de la zone euro. Alors, oui, tout à fait sur l'aspect monétaire, et on pourrait y revenir, mais effectivement sur l'aspect budgétaire, en tout cas de ce qui a été présenté jusque-là, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on est dans une dynamique où les plans qui ont été présentés vont vers une consolidation à marche forcée et vont être proprement restrictifs sur l'économie. Je pense qu'on est plus sur un cadre où on enlève les soutiens d'urgence à l'énergie, on dépense à côté de ça, ce qu'on peut pour la transition, pour la défense, pour les politiques redistributives également. Mais pour moi, on n'est pas du tout dans un cadre 2011-2013 où on fait la consolidation à marche forcée. Quelque chose d'assez neutre au final, c'est ça ? Voilà, de relativement neutre, tout à fait, où avec on cherche à avoir une empreinte minimale quelque part de ce côté-là. Par contre, et c'est là où un peu ce qu'on discutait tout à l'heure sur les taux US et qui est valable sur l'Europe, c'est le coût de refinancement et l'impact marché finalement. Donc c'est pas tant de manière proactive que les États, en suivant une règle qui est encore hypothétique, qui sera encore rediscutée la semaine prochaine, réunion du ministre des Finances, pour voir si on peut avoir un cadre concret et dans le détail dès l'année prochaine. Je pense pas, parce qu'on a en plus un calendrier électoral qui est compliqué avec l'Espagne, les Pays-Bas et puis les élections européennes. Mais par contre, le cadrage marché, donc la règle de marché, elle va rester là et on l'a objectivement bien vu sur le spread italien depuis un mois et demi, où effectivement on revient vers quelque chose on va dire de plus normal, sur en tout cas de ce qu'on peut attendre par rapport au fondamental italien. Donc là-dessus, il y a quand même des mouvements de marché sur lesquels ils vont être attentifs, dans la mesure où est-ce qu'on n'est pas à un point où des prophéties un peu autorisatrices de dire les taux élevés montent principalement on va dire côté US qui pousse les taux européens qui mettent en délicatesse les refinancements sur lesquels il n'y a pas de sujet encore une fois ni sur les entreprises ni sur les États à horizon 18-24 mois, mais par contre petit à petit effectivement l'effet boule de neige se met en route et en fait arriver sur des équilibres compliqués à partir de 2025, justement au moment où on aura les règles peut-être qui seront vraiment appliquées. Ça fait peser un risque sur l'euro contre dollar notamment. Ça devient un sujet. Tout à fait. Alors déjà, le différentiel de croissance est impressionnant. On a effectivement une machine allemande qui est grippée plus que cycliquement. Donc là-dessus, les comptes courants, les déséquilibres, rééquilibrages comptes courants sont à l'œuvre pleinement. Sur le différentiel de taux d'intérêt, là, je suis moins catégorique qu'effectivement, on pourrait se retrouver à cause des conditions d'offre, des tensions sur les taux. Au même titre qui pourrait être similaire à ce qu'on a sur les US, mais par contre, effectivement, sur les aspects de soutenabilité, ou alors, prendre la question à l'envers, est-ce qu'on ne pouvait pas l'optimisme qu'on a pu voir post-lancement plan nouvelle génération bien sûr. En 2020, avec le rebond de l'euro qu'on a eu après finalement être au cœur du cyclone, au cœur de la crise Covid, s'effrite, s'étiole, et en fait ceux qui pouvaient croire à un NGU 2.0, on va dire, c'est vrai que les conditions à la fois économiques et politiques et institutionnelles deviennent de plus en plus compliquées pour croire à ceci, et du coup quelque part un mouvement à la baisse supplémentaire qui pourrait avoir lieu dans ce cadre-là. On reste au-dessus de la parité. On est passé sous la parité, souvenons-nous. Et puis on a encore le temps, c'est 2026. Oui. Mais effectivement, dans l'échiquier qui est en train de se mettre en place là, ça devient compliqué effectivement de voir des éléments fortement positifs, à la fois conjoncturels ou structurels. Bon.
autour de 1,05, on va dire, pour l'euro-dollar, 1,0540 pour la parité euro-dollar en ce début de semaine. Merci beaucoup François, merci d'avoir été avec nous en plateau. François Cabot, économiste senior zone euro chez AXA IM, qui était avec nous l'invité de ce Smart Bourse du lundi. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.